dont la reconduction en 2013 suscite des interrogations. La question de la reconduction, de la pérennisation de ces mesures sont d'actualité puisque les négociations sont d'ores et déjà en cours. Il en est de même pour POSEI, qui représente une aide de 278 millions d'euros aux agriculteurs domiens. La réforme de ce programme est l'occasion de mettre en place une gouvernance de ce règlement plus proche des producteurs ultramarins en les associant à la rédaction des circulaires et annexes définissant les mesures POSEI. Vous comprenez, Madame la Ministre, l'inquiétude des DOM. Il appartient au gouvernement de jouer un rôle déterminant dans la sauvegarde des intérêts des départements d'outre-mer au sein de l'Union européenne. Enfin, Madame la Ministre, se pose le problème des accords dits de partenariat économique qui sont souvent en contradiction avec les stratégies de développement régional. Cette discordance entrave l'intégration des DOM dans leur environnement géographique. La réalisation d'études d'impact figure parmi les axes forts du mémorandum des RUP dont vous êtes signataire. S'agissant des APE, ne faudrait-il pas, Madame la Ministre, en réaliser une dès maintenant? Je vous remercie de votre attention. Pour vous répondre, la parole était maintenant à Madame Marie-Luce Machard, ministre chargée de l'Outre-mer. Ce pour 2 minutes, Madame la Ministre. Bienvenue. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, vous avez raison de le souligner, l'année 2011 est une année charnière pour l'outre-mer, pour nos régions ultrapériphériques, parce que nous devons renégocier le budget de l'Union. Nous devons aussi redéfinir les politiques de l'Union européenne en direction de nos territoires. Nous aurons à mettre en place les mémorandums qui sont la stratégie de l'Union en direction de nos territoires. Puis il y a des dossiers importants comme l'octroi de mer qu'il faudra engager. Et puis nous avons aussi un volet institutionnel non négligeable puisque nous devons accompagner Mayotte avec son changement de statut et nous devons faire en sorte que pour Saint-Barth ce soit une réussite. Alors sur les sujets que vous évoquez, je voudrais vous dire que nous avons engagé un travail très important avec les services des autres ministères concernés et puis les services de la Commission, notamment sur l'octroi de mer, puisque nous avons répondu aux informations complémentaires qui nous ont été données par la Commission et que nous allons engager une étude pour pouvoir pérenniser cet outil de développement. Nous avons engagé aussi une réflexion sur la politique de cohésion pour tirer des enseignements, notamment par rapport aux années antérieures et pour faire en sorte que les acquis communautaires en direction de nos régions soient pris en compte, et j'en pense en particulier à l'allocation de compensation des contraintes de nos RUP, sur l'organisation commune des marchés pour le sucre, la réforme conduite 2006 a permis d'acter que les aides concernant le secteur sucrier des DOM étaient transférées dans le POSEI et à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude particulière ni sur le principe même du POSEI. Alors, concernant les accords de partenariat dont vous faites état, bien évidemment, vous connaissez l'engagement du gouvernement pour défendre les intérêts de nos régions ultrapériphériques. Nous sommes particulièrement attentifs. D'ailleurs, le chef de l'État a été amené à saisir la Commission lors de l'accord des pays andins pour rappeler combien il était important de prendre en compte cette dimension de nos régions ultrapériphériques, demander des compensations et surtout, nous avons d'ores et déjà posé le principe de l'étude d'impact pour que ce soit fait de manière systématique en amont de tous les accords commerciaux. Merci, Madame. Merci, Madame la Ministre. Madame Ouareau, si vous souhaitez répondre à la Ministre ou faire une observation par rapport à la réponse que vous avez eue. Écoutez, moi je prends acte. Apparemment, tout est mis en route pour qu'on soit tranquillisé, pour qu'on démarre cette année avec toute quiétude. Je veux bien voir par les actes dans les mois à venir ce qu'il en sera. Merci. Bien. La parole est maintenant à notre collègue Adrien Giraud pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Lors de ma dernière intervention à la tribune de notre Assemblée, en décembre 2010, à l'occasion de la discussion de 2 projets de loi relatifs au département de Mayotte, j'ai réitéré notre demande de participation au concours des fonds structurels européens, véritable levier de développement économique et social des diverses collectivités. En décembre 2008, le président Nicolas Sarkozy s'était engagé, je le cite, à ce qu'une démarche auprès des institutions communautaires pour la transformation de Mayotte en région ultrapériphérique intervienne dans des délais compatibles à l'accès aux financements européens qui seront mis en œuvre à partir de 2014.
au terme du 10e FED. Cette ambition, nous savons que vous la partagez, Madame la Ministre, car je connais votre mobilisation au service de progrès de Mayotte en vue notamment de l'accession de notre nouveau département au statut de région ultrapériphérique de l'Europe, c'est-à-dire RUP. Une telle ambition, vous l'avez exprimée lors des différentes réunions et au forum sur la périphérie européenne qui se sont tenus au cours de l'année 2010. Un travail intense de mise en conformité tenant compte de nos spécificités est désormais engagé, mais nécessite encore de nombreuses négociations entre Paris et Bruxelles afin que la démarche des représentants mahorais aboutisse dans les délais prévus. Et permettez-moi d'ajouter aussi rapidement que possible. Madame la Ministre, pouvez-vous, dès aujourd'hui, nous indiquer l'état des négociations engagées entre le gouvernement et la Commission européenne afin que Mayotte bénéficie des concours financiers et techniques de l'Europe communautaire? Je vous remercie de votre réponse qui est très attendue par les Mahorais. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre chargée de l'Outre-mer, Marie-Luce Pinchard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Adrien Giraud, vous le savez parfaitement, le Président de la République, lorsqu'il a reçu les élus mahorais pour présenter le pacte de la départementalisation, a annoncé à ce moment-là qu'il allait demander la transformation de Mayotte en région ultra-périphérique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez bien compris que cet engagement était affirmé lors du Conseil interministériel de l'Outre-mer, présidé par Nicolas Sarkozy, le 6 novembre 2009. Et nous avons bien évidemment entériné le vœu exprimé par les collectivités, la collectivité départementale en 2005, 2007 et 2009. Mais comme vous le savez, nous pouvons obtenir cette rupéisation de Mayotte en utilisant la procédure simplifiée puisque le traité de Lisbonne le prévoit dans son article 356. C'est ce que nous allons faire et cela, vous le savez, ça doit se faire aussi avec l'avis à l'unanimité du Conseil européen. Alors d'ores et déjà, je me suis entretenue à plusieurs reprises avec les commissaires en charge de ces questions, aussi bien le commissaire Anne de la direction régionale que le commissaire Pitbals qui a les questions de développement, de manière à ce que nous mettions ensemble des services qui peuvent travailler sur ce sujet et nous avons obtenu qu'il y ait une unité RUP au sein de la direction générale régionale comme service référent de manière à entamer ce processus et nous avons tenu informer régulièrement les services de la Commission sur le processus de départementalisation de Mayotte parce que c'est un acte fort pour permettre effectivement de voir que Mayotte pourra aller vers ce droit commun. Alors, ces échanges se sont traduits aussi par des réunions de travail. Il y en a eu en novembre 2009, il y en a eu le 25 juin 2010. Il y a une réunion très importante à la fin de ce mois. Et d'ores et déjà, vous savez que nous avons demandé à associer Mayotte aux travaux concernant les régions ultrapériphériques en tant qu'observateur. Et moi-même, lors de la dernière réunion des RUP aux Canaries, en octobre 2010, j'ai accueilli avec beaucoup de satisfaction la déclaration du commissaire Anne qui effectivement rappelait combien Mayotte devait assister à nos travaux. Donc nous tenons nos engagements, nous sommes déterminés pour que Mayotte puisse accéder à ce statut du RUP. Le calendrier sera connu au cours du mois de mai. Merci. Merci. Madame Anne-Marie Payette pour s'adresser à Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la question de mon collègue Adrien Giraud portait sur la mise en œuvre effective d'un engagement du Président de la République. Dans le même esprit, je souhaiterais avoir des précisions sur l'entrée en vigueur des mesures tendant à simplifier le régime des visas court séjour pour l'Outre-mer. Ces mesures très attendues figurent parmi les engagements du premier Conseil interministériel de l'Outre-mer du 6 novembre 2009. Elles doivent permettre de moderniser le régime actuel en vertu duquel les étrangers titulaires d'un visa Schengen doivent obtenir un visa spécifique pour se rendre à La Réunion ou dans chacun des autres territoires d'Outre-mer. Le 10 janvier 2010, le Président de la République jugeait depuis Saint-Denis qu'il n'est plus acceptable que pour avoir un visa lorsqu'on est d'un pays limitrophe pour visiter La Réunion, on doive demander une autorisation à Paris qui doit revenir à La Réunion. Un an après, Madame la Ministre, pouvez-vous indiquer au Sénat dans quelle mesure, dans quel délai les mesures d'assouplissement prévues entreront en vigueur? Je vous remercie. Je pense que vous profiterez peut-être d'un moment pour répondre à Madame Payette tout à l'heure à sa question. La parole est maintenant à notre collègue Monsieur Éric Doligé pour le groupe. Oh, excusez-moi, Monsieur Daniel Marsin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen.
Excusez-moi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est pour moi aujourd'hui l'occasion d'aborder, j'allais dire de nouveau, la question cruciale de l'impact des accords de libre-échange négociés par l'Union européenne avec les pays tiers sur les économies ultramarines et d'ailleurs sur l'économie française en général. En effet, je vous avais déjà alerté sur cette question en évoquant la signature des accords entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou. À cette époque, ils n'étaient pas encore signés, même si la situation était déjà préoccupante avec des effets prévisibles destructeurs pour les économies de nos régions ultrapériphériques. Aujourd'hui, la machine infernale s'est déjà enclenchée. En effet, lors du sommet de Madrid, cet accord a été paraphé, ce qui a constitué un précédent, d'ailleurs immédiatement prolongé par la finalisation d'accords commerciaux avec les pays d'Amérique centrale et qui dès lors ouvre un boulevard pour les négociations actuellement en cours avec les pays du Mercosur. Si l'ensemble de ces accords était conclu, il s'agirait alors d'un véritable coup de grâce pour l'agriculture ultramarine. Force est de constater que dans ces circonstances, la voix de l'outre-mer n'est pas entendue et les objectifs communautaires qui prennent en compte en principe les handicaps structurels de nos territoires ultramarins sont carrément ignorés. Les parlementaires ultramarins, à Paris comme à Bruxelles d'ailleurs, n'ont pourtant pas cessé depuis tantôt de tirer la sonnette d'alarme. Que faire pour enrayer cette spirale infernale? Il faudrait d'une part prévenir en posant les intérêts des RUP comme une contrainte dans les positions adoptées par les négociateurs communautaires lors de ces négociations. Et d'autre part, intégrer des compensations additionnelles dans la révision du POSEI. Alors, Madame la Ministre, je voudrais que vous puissiez nous dire de quelle marge de manœuvre disposez-vous réellement et dans ce cadre, de quelles initiatives comptez-vous prendre afin d'éviter le naufrage programmé de l'agriculture ultramarine? Je vous remercie. Pour répondre à Monsieur Marsin, la parole est à Madame Marie-Luce Panchard, ministre chargée de l'Outre-mer. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Avant de répondre au sénateur Marsin, je voudrais simplement dire à Madame la sénatrice Anne-Marie Payet que s'agissant de l'assouplissement des visas, c'est bien le gouvernement de François Fillon, avec l'impulsion du chef de l'État, qui a souhaité prendre en compte la dimension environnementale de nos régions, puisque nous avons respecté nos engagements lors du Conseil interministériel de l'Outre-mer, puisque 150 mesures d'assouplissement des visas doivent permettre d'assouplir, je dirais, la circulation des personnes et des biens, et que s'agissant de la Réunion, nous sommes actuellement en négociation pour faire de la Réunion une destination touristique au regard effectivement de la Chine et de l'Afrique du Sud. Donc nous poursuivons le travail et j'espère que nous y arriverons dans les prochains mois. Alors, Monsieur Marcin nous interroge sur la question effectivement des accords commerciaux et de la négociation de ces accords. Bien évidemment, nous avons un souci particulier de défendre les intérêts des régions ultrapériphériques. Nous l'avons fait déjà puisque dans le cadre de l'accord de partenariat économique, vous savez que nous avons obtenu notamment le principe d'une clause de sauvegarde régionalisée qui nous permet de restaurer les droits de douane antérieurs lorsqu'on apporte la preuve comme quoi il y a perturbation du marché local d'une RUP. Et également, nous pouvons maintenir des droits de douane sur les marchés locaux, notamment pour le sucre et la banane. Et cela, vous le savez, c'est possible depuis 2008 sur une période de 2 fois 10 ans. C'est un premier pas, c'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin. En tout cas, le président de la République n'a pas hésité, vous le savez, s'agissant de l'accord andin, d'intervenir personnellement, puisqu'il a écrit au président Barroso pour dire combien il était inimaginable d'imposer à nos régions ultrapériphériques des contraintes aussi fortes sans envisager des contreparties de même ampleur, je le cite, et nous avons demandé à ce titre des compensations. C'est en cours d'instruction. Mais monsieur le sénateur, ce que je voudrais vous dire, c'est que effectivement nous devons aller plus loin, nous devons faire en sorte que nos régions ultrapériphériques et notre agriculture ne soient pas une variable d'ajustement. C'est pour cela que nous avons d'ores et déjà exigé qu'il y ait des études d'impact préalables à tout accord entre l'Union européenne et les pays ACP en particulier. Merci. Monsieur Marsin pour répondre à la ministre. Oui, je voudrais remercier la ministre de sa réponse qui semble indiquer que le gouvernement a parfaitement conscience de la nécessité de préserver les intérêts de l'outre-mer. En tout état de cause, ce que je souhaite, pour terminer sur cette question, c'est qu'un mandat clair
explicite soit donnée à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne pour assurer en toutes circonstances une défense des intérêts des Outre-mer dans la phase de négociation de ces accords commerciaux et plus généralement qu'on arrive à faire admettre que des accords ne puissent être passés sans qu'on ait posé comme une contrainte la défense des intérêts ultramarins. Merci. La parole est maintenant à monsieur Éric Doligé pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur Doligé est aussi le rapporteur du comité de suivi de l'Outre-mer au Sénat. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur un seul sujet, l'avenir de l'octroi de mer. Ce régime est spécifique à l'outre-mer. Il revient à frapper les marchandises introduites dans les départements d'outre-mer d'une taxe à laquelle échappent certaines productions locales. Il représente à la fois une ressource fiscale majeure pour les collectivités territoriales des départements d'outre-mer et un soutien décisif au développement endogène de ces collectivités. Ainsi, rapporté à l'ensemble des recettes de fonctionnement des collectivités territoriales, l'octroi de mer représente en moyenne pour les communes des départements d'outre-mer un tiers de leurs recettes et pour les régions d'outre-mer entre 17 et 31%. Il est même des communes guyanaises où l'octroi de mer représente 90% des recettes fiscales. Ce dispositif, largement perçu dans les instances communautaires comme contraire au principe de non-discrimination, est aujourd'hui menacé. En effet, par une décision de 2004, le Conseil a autorisé la France à maintenir un tel régime d'octroi jusqu'au 1er juillet 2014. Comme elle s'y était engagée, les autorités françaises ont transmis à la Commission un rapport d'étape en 2008, puis un rapport complémentaire en avril 2010, pour lui permettre de juger de l'impact de l'octroi de mer et suggérer des adaptations de ce régime. La Commission européenne a jugé que les données fournies par la France étaient lacunaires. Elle reconnaît toutefois que les handicaps des départements d'outre-mer persistent, mais elle reste sceptique sur les conséquences d'une taxation différenciée des produits locaux. Elle souligne que l'incidence de l'octroi de mer sur l'emploi ou sur les parts de marché des productions locales diffère sensiblement selon les secteurs. La Commission a néanmoins proposé le 14 décembre dernier d'adapter la décision du Conseil de 2004 et d'élargir le bénéfice de l'octroi de mer à une cinquantaine de produits guyanais. C'est une bonne nouvelle pour la Guyane, notre région ultra-périphérique la plus défavorisée. Mais les interrogations répétées de la Commission européenne sur le bien-fondé de l'octroi de mer et sur son incidence sur le niveau général des prix dans les DOM ne peuvent manquer d'inquiéter pour l'avenir. Je sais votre mobilisation pour pérenniser l'octroi de mer, mais suffira-t-elle à convaincre la Commission de la proroger après 2014 ? La France sera-t-elle en mesure de fournir les informations étayées qu'attend la Commission et de trouver des alliés au Conseil ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre chargée de l'Outre-mer. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Doligé, j'ai envie de vous répondre tout simplement. Oui, j'y crois le plus profondément. Pourquoi ? Parce que, d'abord, vous le savez, la Commission a bien pris conscience que l'outil octroi de mer était vraiment un outil de développement économique et que c'était aussi une façon de protéger l'emploi. J'y crois pourquoi ? Parce que même si dans le rapport, la Commission a fait un certain nombre d'observations en disant effectivement que la part des marchés pris par les produits locaux n'est pas si importante ou elle est équivalente aux produits importés. Mais elle a fait surtout remarquer, et c'est ça qui est un point positif, que s'il n'y avait pas eu l'octroi de mer, bon nombre d'activités n'existerait pas. Donc c'est un signe qu'elle nous envoie. En plus, je vois par l'information que m'a apportée personnellement le commissaire Semeta, qui m'a appelé pour me dire que la Commission avait adopté les conclusions de ce rapport, montre aujourd'hui que la Commission voit l'intérêt de l'outil pour nos régions ultrapériphériques. Cela étant, le deuxième objectif qui doit être le nôtre, je pense que le principe est acté au niveau de l'Europe. Simplement, nous devons pouvoir justifier de cet octroi de mer. C'est tout le sens de la mission que j'ai engagée sur la base des décisions qui ont été prises lors du Conseil interministériel de l'Outre-mer pour que nous examinions exactement le comparatif entre les prix des produits locaux avec les prix des produits importés et que nous puissions
apporter tous les justificatifs qui permettent à la fois de bien prendre en compte qu'au travers de cet outil, notre volonté, c'est de développer l'activité, c'est d'asseoir le développement endogène et c'est de préserver l'emploi. Je crois que les collectivités s'associent à cette réflexion puisque dans le cadre de cette étude, j'ai souhaité qu'ils puissent participer à l'élaboration du cahier des charges et qu'ils seront membres du comité de pilotage et je suis tout à fait disposée à recevoir d'autres éléments puisqu'il y a le Conseil régional de la Réunion et de la Guyane qui sont en train de mener des études. Nous devons être tous ensemble pour apporter le maximum d'éléments à la Commission et je suis persuadée, avec ces éléments, que la Commission donnera un avis favorable pour pérenniser l'octroi de mer après 2014. Monsieur Doligé, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, je dois dire que je suis très satisfait de la réponse parce qu'en 2008, lorsque nous nous sommes rendus à Bruxelles avec les missions, on n'était pas aussi persuadés qu'aujourd'hui que la situation ou la réponse de la Commission serait probablement favorable. Nous avions pu constater à l'époque, en rencontrant nos représentants à Bruxelles, qu'il y avait un certain flottement sur ce dossier et qu'ils n'étaient peut-être pas non plus, eux, très persuadés du dossier qu'ils défendaient. J'ai le sentiment que les choses ont évolué dans le bon sens et que le chemin qui n'avait peut-être pas été parcouru jusqu'à 2008 s'est largement accéléré vers une solution positive. Donc merci Madame la Ministre de nous passer de façon aussi chaleureuse votre conviction. Donc je n'y croyais pas en 2008, j'y crois aujourd'hui suite à votre intervention. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Serge Larcher pour le groupe socialiste. Serge Larcher préside le comité de suivi de la mission d'information sur la situation de l'outre-mer. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je souhaite revenir sur les accords de libre-échange conclus par l'Union européenne au printemps 2010 avec certains pays d'Amérique du Sud et vous interroger sur les mesures de sauvegarde dont la responsabilité incombe au gouvernement français. En mai dernier, à l'occasion des questions d'actualité, je vous avais alerté sur l'impact potentiellement dévastateur pour les économies des départements d'outre-mer de l'accord signé en mars 2010 entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou. Cet accord lève en effet des barrières douanières en matière de produits industriels et agricoles. Il permet notamment l'entrée dans l'Union européenne et donc dans les départements d'outre-mer de certains produits issus des pays au coût de production largement inférieur. Or, certains de ces produits, tels que la banane, le sucre ou le rhum, j'ajouterai l'igname aussi, structurent l'agriculture de nos départements d'outre-mer. Cet accord fragilise donc le secteur agricole, secteur pivot des économies domiennes et d'ailleurs consacré comme un des secteurs clés du développement endogène de ces derniers par la loi de développement économique des Outre-mer, la LODEOM. Deux questions à ce propos. D'une part, quelle initiative avez-vous prise ou comptez-vous prendre, Madame la Ministre, afin que le préjudice causé au département d'outre-mer soit pris en compte au niveau européen et fasse l'objet des compensations nécessaires? À ce titre, pouvons-nous espérer que la proposition de règlement d'hyposéie que la Commission a soumise au Conseil soit complétée par des dispositions concrétisant cette compensation? D'autre part, de tels accords pourraient être à terme étendus à l'ensemble des pays d'Amérique latine. Parallèlement, les négociations avec le Mercosur ont été relancées par la Commission européenne qui affiche l'ambition de conclure d'ici quelques mois. Quelle initiative comptez-vous prendre, Madame la Ministre, afin que le devenir des départements d'outre-mer ne soit pas une fois encore sacrifié sur l'autel des intérêts de l'industrie européenne? Merci. Pour répondre au président Larcher, la parole est à Madame Pincharge, ministre chargée de l'Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Larcher, le gouvernement prend beaucoup d'initiatives pour défendre l'intérêt des régions ultrapériphériques dans la période qui s'ouvre. Simplement, ce que je voudrais vous dire en préambule, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de négocier puisque nous sommes 6 États membres concernés, à la fois par des régions ultrapériphériques ou des pays PTOM. Il est plus difficile de négocier à 27 que lorsque nous étions à 15. Donc cette donnée-là, il faut bien l'intégrer et que nous sommes dans une période charnière, comme je répondais à la sénatrice Ouaho,
parce que nous devons renégocier toutes les politiques de l'Union européenne et nous devons être particulièrement vigilants. En tout cas, je ne ménage pas mes efforts. C'est la raison pour laquelle j'essaie de faire en sorte que le gouvernement ait une très grande visibilité sur l'action qu'il entend mener pour défendre les régions ultrapériphériques. Et c'est la raison pour laquelle je suis intervenue pour que dans la stratégie qui va être arrêtée, et cette stratégie, elle va être basée à partir de quoi? Des conclusions du mémorandum, nous inscrivions dès à présent le principe des études d'impact systématiques et que nous puissions faire en sorte que les clauses de sauvegarde puissent fonctionner. Parce que si elles existent et qu'elles ont été posées lors des négociations dans le cadre des APE, nous ne savons pas aujourd'hui déclencher ce mécanisme et nous devons rechercher les critères qui nous permettront de donner des éléments à la Commission pour montrer à un moment donné qu'effectivement notre production est en danger. C'est l'objet de l'expérimentation que nous faisons à La Réunion sur un certain nombre de produits agricoles et à partir de cette expérimentation, dès lors que nous pourrons le faire valoir à la Commission, nous allons proposer que ce soit étendu, je dirais, dans l'ensemble de nos départements et régions d'outre-mer. Vous voyez, le gouvernement de la France agit s'agissant effectivement de ces régions ultrapériphériques en lien avec les autres pays des États membres concernés, mais sur d'autres sujets, bien évidemment, je pourrais vous indiquer comment nous sommes présents et nous le serons pendant toute la phase de négociation puisque la période de charnière, vous le savez, ça va être précisément entre juin et juillet, date à laquelle nous aurons effectivement les grandes orientations de la politique de cohésion territoriale et nous aurons enfin les perspectives budgétaires et financières de l'Union européenne pour la prochaine mandature. Monsieur le Président Larcher. Mais Madame la Ministre, vous allez me trouver à vos côtés sur le pont pour défendre les intérêts des départements d'outre-mer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut, comme disait le sage, vaut mieux prévenir que guérir. Il aurait mieux valu exclure d'emblée, avant les marchés locaux des départements d'outre-mer de l'ensemble des accords de libre-échange. Et puis autre chose, c'est qu'il faut savoir que l'IGNAM, les productions vivrières et maraîchères sont déjà menacées par les productions venant de Costa Rica et du Brésil en ce moment. Et par conséquent, quand on sait que les Antilles se trouvent sur la route de ces grands ensembles-là, allant vers l'Europe, eh bien, vous savez bien, ils vont inonder nos productions et mettre à mal notre filière agricole, et ce faisant, détruire cette filière et en même temps mettre au chômage un certain nombre d'agriculteurs. D'autres choses, bien sûr, il faut des compensations, c'est le moins ce qu'on puisse espérer, mais les compensations, ce sont des moyens financiers qui, par malheur, dure dans le temps et risque de disparaître. Par conséquent, c'est un pansement qu'on met sur un mal qui risque de durable. C'est pour cette raison que je vous dis que vous allez avoir à vos côtés tout l'ensemble des élus de l'outre-mer pour défendre l'intérêt fondamental d'une production qui est essentielle pour le développement endogène de nos territoires. Je vous remercie. Merci. Et maintenant, notre collègue Ibrahim Ramadani pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question rejoint celle de mon collègue Adrien de Mayotte. En effet, le pacte pour la départementalisation de Mayotte précise que l'État engagera très rapidement une démarche auprès des institutions communautaires pour que la transformation de Mayotte en région ultrapériphérique interviennent dans des délais compatibles avec l'accès au financement européen disponible à partir de 2014. Cette démarche, Madame la Ministre, vous l'avez menée et l'engagement qui est le vôtre est de transmettre aux autorités communautaires la demande officielle de la France visant à la transformation de Mayotte, actuellement pays et territoire d'outre-mer, en région ultra-périphérique de l'UE dans le courant du second semestre 2011. Cette évolution du statut européen de Mayotte permettra à l'île de rattraper ses retards en matière d'infrastructures et d'équipements collectifs, apportera plus de soutien aux collectivités locales, encouragera la sauvegarde des langues de Mayotte, garantira le respect des droits fondamentaux, favorisera l'insertion de Mayotte dans son environnement régional direct. J'ai déposé auprès de la présidence du Sénat
une demande de constitution et d'envoi d'une mission d'information sénatoriale à Mayotte pour étudier l'impact économique, social et culturel de cette évolution. La question est la suivante. Madame la ministre, pourriez-vous nous assurer du respect du calendrier évoqué par vous-même, c'est-à-dire de transmettre à l'Union européenne la demande officielle de la France visant à transformer Mayotte en RUP dans le courant du second semestre 2011. Je vous remercie. La parole est à Madame Marie-Luce Pinchard, ministre chargée de l'Outre-mer. Président, avant de répondre au sénateur Ibrahim Ramadani, puisque nous sommes dans un débat sur l'Europe, je voudrais apporter la précision au sénateur Larcher pour lui dire qu'effectivement, sa proposition est particulièrement pertinente. Simplement, je voudrais le renvoyer à la lecture du mémorandum qui soulève cette question, parce que de par nos statuts, nous faisons partie du marché intérieur et à ce titre, le droit européen s'applique et au regard de notre statut, il y a parfois des incompatibilités à bénéficier à la fois de la politique sectorielle et à faire valoir l'article 349 qui nous permet de déroger un certain nombre de dispositions. Et c'est toute la réflexion que d'ailleurs a lancé le commissaire Barnier quand il dit que veut dire marché intérieur au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des marchés intérieurs régionalisés? Donc c'est un long débat, on pourrait continuer sur ce point. Alors, s'agissant de Mayotte, et en complément de ce que je viens de dire, je voudrais vous rassurer, monsieur le sénateur, nous allons demander cette transformation du statut de Mayotte au Conseil, à l'Union européenne, dans le calendrier que nous nous sommes fixés. Mais nous devons préalablement mesurer les écarts, notamment entre le droit applicable à Mayotte et le droit européen. Bien évidemment, la départementalisation en mars 2011 est une première étape, mais là-dessus, moi je voudrais vous rassurer, il y aura forcément un écart, puisqu'au moment où la demande sera formulée, nous n'aurons pas un droit complètement applicable à Mayotte, mais cela nous permettra quand même de faire la demande, puisque nous pourrons faire valoir les dispositions de l'article 349 du traité. Alors je veux vous rassurer, le calendrier est le suivant. Comme nous avons mis des commissions de travail entre les services des ministères concernés, les services de la Commission, nous avons une troisième réunion à la fin de ce mois. Fin mars, nous devons officialiser la demande de la France et elle devrait normalement être adressée officiellement au Conseil à la fin du mois de mai. Donc nous avons vraiment cette volonté de respecter le calendrier parce que vous le savez mieux que moi, ça fait partie du pacte pour la départementalisation, parce que si nous voulons que demain Mayotte puisse se développer, il faut que nous puissions mobiliser très rapidement les fonds structurels dans le cadre des prochains programmes opérationnels. Ibrahim Ramadani, si vous avez... Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je suis tout à fait satisfait de cette réponse, d'autant plus qu'elle complète celle qui précède, posée par mon collègue Adrien Giraud. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Georges Patient pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur l'application aveugle des normes européennes dans les départements d'outre-mer, et ce, en dépit des dispositions de l'article 349 du traité de Lisbonne qui leur reconnaît un statut dérogatoire au régime communautaire commun. À partir de quelques exemples révélateurs, je vais illustrer mes propos. Le premier exemple concerne l'application des normes européennes en matière de carburant en Guyane, qui a conduit ce territoire à s'approvisionner aujourd'hui en Europe du Nord, à un coût jugé excessif localement, quand on sait qu'il pourrait être approvisionné dans un environnement régional à un coût nettement moindre. Actuellement, le litre d'essence est de 1,53 € en Guyane, alors qu'il est de moins de 1 € au Suriname. C'est aussi le cas de la pêche, contraint dans son développement par des règles européennes qui interdisent notamment de subventionner la construction de navires, alors que dans les DOM, contrairement à la situation dans les départements métropolitains, la filière est largement artisanale, la ressource halieutique abondante, la demande conséquente. C'est aussi le cas du secteur rizicole, filière en Guyane, qui souffre notamment de l'application inappropriée de certifications européennes, alors que le riz produit dans les pays voisins, Guyane, Suriname, fabriqué avec des semences non homologuées Europe, est vendu en Europe.
Je pourrais aussi parler de la question des déchets. Les exemples ne manquent pas et sont loin d'épuiser la liste des nuisances normatives pour l'outre-mer qui créent des distorsions de concurrence au détriment de secteurs économiques dont l'activité est ouverte sur les pays voisins. Renforcer la prise en compte des spécificités des régions ultrapériphériques par l'Union européenne, telle était la proposition 62 de la mission d'information sénatoriale sur la situation des DOM. Améliorer l'adaptation des normes communautaires aux réalités locales en renforçant la mise en œuvre de l'article 289.2 du traité CE, c'était aussi la mesure 6.5 du Conseil interministériel de l'outre-mer du 6 novembre 2009. Pourtant, la Commission européenne, Madame la Ministre, ne vous a pas suivi dans votre demande de dérogation pour le carburant de Guyane en la rejetant en décembre 2009. Alors, Madame la Ministre, au-delà des bonnes intentions, existe-t-il de la part du gouvernement une réelle volonté d'intervenir sur la Commission européenne, réticente jusqu'à présent pour que soient concrétisées les dispositions de l'article 349 ? Je vous remercie. Pour répondre à Monsieur Patient, la parole est à Madame Marie-Luce Machard, ministre de l'Outre-mer. Monsieur le sénateur, vous savez mieux que moi que l'article 349 constitue en quelque sorte un droit à des mesures spécifiques. Toute la difficulté aujourd'hui et notre obligation d'agir, c'est de savoir comment faire jouer l'article 349 par rapport notamment à cet imbroglio où à la fois nous sommes à l'intérieur du marché européen et en même temps nous avons des régions qui se développent dans un environnement régional complètement différent. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que sur ce sujet, je me suis entretenue à plusieurs reprises avec les différents commissaires et que la réflexion avance parce que, notamment sur l'idée d'un marché intérieur régionalisé. C'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler différemment, notamment pour qu'il y ait des normes spécifiques, non pas prédites simplement pour l'Europe occidentale, mais pour nos régions ultrapériphériques. Alors, tout ça est vu dans le cadre des préconisations et des propositions qui figurent dans le mémorandum. Moi, je voudrais surtout vous répondre à partir d'un certain nombre de sujets que vous avez évoqués. Sur le carburant, il n'y a pas de refus aujourd'hui de principe de la Commission européenne pour proposer un cadre dérogatoire acceptable. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une étude sur la disponibilité des carburants aux normes européennes à proximité de la Guyane et aujourd'hui, nous n'en avons aucune assurance. Simplement, nous savons que nous avons des carburants qui sont proches de ces normes et il faudra aujourd'hui apporter la preuve à la Commission que si nous faisons ce choix, il ne faudrait pas que ce soit un impact négatif réel sur l'environnement ou la santé parce que ce sont des sujets de préoccupation de l'Europe. Mais moi, je voudrais vous inviter aussi à prendre en compte la réflexion qui a été menée par les 3 présidents de région au travers de l'URAG et qui a décidé de maintenir l'outil SARA. Donc, à un moment, il faudra faire des choix et des priorités. Sur la filière riz, j'ai bien pris en compte effectivement votre observation et nous travaillons avec la Commission européenne sur ce sujet particulier. Et d'une manière générale, sur les productions agricoles, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre à structurer les filières et il faut faire en sorte que notre agriculture, notre pêche ne soit pas une variable d'ajustement lors de ces négociations. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux commissaires au développement endogène qui ont été récemment nommés de travailler en lien avec les ambassadeurs pour que cette dimension soit prise en compte lors des différentes négociations des accords commerciaux. Quelques secondes pour permettre à Monsieur Gillot de poser sa question. Madame la Ministre, j'ai écouté attentivement votre réponse, mais je crois qu'il faut reconnaître que l'Union européenne a fait actuellement le choix de gommer peu à peu les différences de traitement et les avantages dont bénéficiaient nos territoires sous couvert de libération des échanges, de restrictions budgétaires et de changement de priorité vers d'autres zones régionales dans le monde. Bon, mes collègues vous ont parlé tout à l'heure des difficultés avec les accords conclus avec le Pérou et la Colombie sur les problèmes de bananes, d'igname. Mais bon, il faut reconnaître non plus que les analyses d'impact dont vous parlez ont fait défaut et la Commission européenne n'a pas proposé de compensation supplémentaire. En tout état de cause, on peut douter de la détermination de la Commission européenne et des États de mettre en danger de tels accords pour protéger nos petits territoires d'outre-mer. Il ne reste plus maintenant qu'aux gouvernements français, espagnols et portugais de trouver de nouvelles alliances dans une Europe à 27 et de conditionner leur accord sur les grandes réformes européennes à venir dans un respect des dispositions des traités en faveur de l'outre-mer, comme du principe de solidarité que fonde le projet européen. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jacques Gillot pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Merci, Président. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur la politique de cohésion pour l'outre-mer.
Nous sommes à la veille de la réforme de la politique de cohésion européenne qui va intervenir dans un cadre budgétaire européen assurément contraint. La Commission a annoncé en novembre 2010 les orientations qu'elle entend proposer pour les fonds structurels après 2013. C'est un enjeu important pour nos régions ultrapériphériques qui reçoivent pour la période 2007-2013 une enveloppe de 3,2 milliards d'euros au titre de l'objectif convergent dit objectif 1. Les 4 DOM bénéficient ainsi de programmes au titre du Fonds européen de développement régional, le FEDER, et au titre du Fonds social européen FSE en fonction de leur niveau de PIB par habitant. Il est vrai que le traité de Lisbonne a consacré la triple dimension de la cohésion économique, sociale et territoriale. Néanmoins, la combinaison des critères d'éligibilité et de la baisse du PIB moyen de l'Union suite à l'élargissement suscite l'inquiétude de certaines régions ultrapériphériques susceptibles de ne plus être éligibles, comme la Martinique. En outre, il est légitime de se préoccuper de l'avenir de l'allocation spécifique RUP qui constitue une dotation complémentaire du FEDER baptisée allocation de compensation des surcoûts liés aux handicaps structurels. Quelle action, Madame la Ministre, entendez-vous mener pour assurer la continuité de ces fonds européens après 2013 et soutenir ainsi le développement de nos départements d'outre-mer? Par ailleurs, le taux de consommation des crédits européens dans les DOM reste insuffisant. Certains l'expliquent par la rigidité qu'introduit la règle européenne du fléchage des subventions dans l'utilisation de ces fonds outre-mer appelés earmarking. Pouvez-vous m'indiquer dans quelle mesure, Madame la Ministre, la contrainte du earmarking pourrait être levée afin de nous permettre, grâce à une meilleure concentration des fonds communautaires, de poursuivre notre rattrapage structurel en équipement de base dans le domaine des déchets, de l'eau et de l'assainissement, par exemple. Comptez-vous à cet effet prendre des initiatives pour associer les élus locaux ultramarins au pilotage stratégique des fonds structurels? Je vous remercie. Pour répondre à M. Gillot, la parole est à Mme Marie-Luce Machard, ministre chargée de l'Outre-mer. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, vous abordez un des points essentiels pour nos régions ultrapériphériques, c'est tout le débat qui va y avoir lieu très prochainement sur les perspectives financières et budgétaires. C'est en cours, ce sera connu à partir du mois de juillet. Ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que s'agissant des régions ultrapériphériques qui sont dans l'objectif de convergence numéro 1, on a bon espoir de pouvoir maintenir les enveloppes. Nous devons être particulièrement vigilants, vous l'avez souligné, pour les territoires qui risquent de sortir de cet objectif de convergence. Nous avons déjà pris une initiative avec d'autres États membres qui sont concernés par des régions qui sont dans la même situation que la Martinique pour faire en sorte qu'il y ait un traitement particulier de manière à leur permettre de bénéficier des fonds structurels. Mais je dirais, la démarche sera difficile, nous en avons conscience. C'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, le gouvernement français a demandé, s'agissant des régions ultrapériphériques, le maintien de l'allocation compensation du handicap, parce qu'il n'est pas envisageable que nous puissions perdre le bénéfice de cette allocation. Et puis, au niveau de la mobilisation des crédits dont vous faites état, il est vrai que lorsqu'on regarde la situation, même si les taux d'engagement sont satisfaisants, nous devons pouvoir avoir une meilleure consommation de ces crédits si nous voulons maintenir ces enveloppes. Les commissaires ont appelé mon attention à plusieurs reprises et c'est la raison pour laquelle tout le travail qui est fait actuellement dans le cadre de la révision à mi-parcours de ces programmes, il y a une volonté de réorienter les opérations qui étaient programmées pour être sûr de pouvoir mobiliser les crédits et même la Martinique a fait le choix de limiter le nombre des opérations et d'aller vers un taux d'intervention beaucoup plus important. Je crois qu'aujourd'hui il y a une vraie volonté de la Commission de nous accompagner. Je pense qu'on peut sortir du critère de l'économie de la connaissance pour prendre en compte les grandes infrastructures. Maintenant, je crois que nous devons ensemble montrer que nous sommes capables de mobiliser les fonds européens pour pouvoir maintenir les enveloppes à destination des régions ultrapériphériques. Répondre et faire entendre d'autres préoccupations. La parole est à notre collègue Jean-Étienne Antoinette. Merci Monsieur le Président. Mais vraiment, parce que j'ai le plaisir de conclure, quelques observations. Si pour sauver le soldat, la Sarah, nous devons maintenir une flambée des prix donc, de l'essence en Guyane, ben, rassurez-vous, nous allons sacrifier ces pétroliers parce que nous ne pouvons pas accepter le prix donc, du carburant en l'état actuellement. Par rapport à votre réponse concernant la question du collègue Gillot, je crois que ce qu'il convient de retenir,
Madame la Ministre, c'est que force est de constater que malheureusement, nous ne pouvons pas consommer un certain nombre donc, de lignes budgétaires, tout simplement parce que les départements d'outre-mer n'ont pas encore réalisé leur transition économique. C'est pour cette raison que nous vous demandons de nous accompagner, d'accompagner les différents présidents de région, afin de faire comprendre et entendre au niveau donc, européen qu'il est nécessaire de continuer à réaliser les infrastructures donc, de base, à savoir donc, désenclaver nos régions, la question notamment de la réalisation des groupes scolaires, parce que nous avons besoin d'une jeunesse formée, parce qu'il est évident que nous devons rendre nos territoires attractifs afin qu'effectivement les entreprises puissent se positionner sur des activités innovantes comme effectivement cela est demandé dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Mais malheureusement, nous accumulons toujours des retards infrastructurels importants dans nos régions. Merci, mon cher collègue. Eh bien, notre séance de questions cribles est maintenant terminée. Je remercie Madame la Ministre et l'ensemble de nos collègues qu'ils soient intervenus ou qu'ils aient participé. Voilà pour cette séance de questions cribles consacrée aujourd'hui à l'outre-mer et à l'Union européenne. Un débat qui intervient alors que 2011 a été sacrée année des outre-mer. Marie-Luce Panchard, ministre déléguée à l'outre-mer, a dû répondre aux questions des sénateurs concernant notamment le statut de Mayotte. Car pour obtenir des crédits européens, eh bien, il faut que Mayotte, en plus d'être un département, devienne une région ultra-périphérique. Autre question des sénateurs à laquelle Marie-Luce Panchard a dû répondre, c'est également les accords de libre-échange conclus entre certains pays d'Amérique du Sud et les DOM. Ces accords lèvent en effet des barrières douanières et permettent à certains produits comme la banane, le sucre ou le rhum qui sont produits à des coûts inférieurs dans les États d'Amérique du Sud, eh bien d'être introduits dans les DOM, d'où une concurrence déloyale qui a été dénoncée. Pour bien sûr prolonger cette discussion avant d'entamer l'examen de la LOPSI 2, je vais accueillir Alain Anziani, qui est donc sénateur socialiste de Gironde. Merci Alain Anziani d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Alors, la commission finalement est revenue aux annonces faites dans le discours de Grenoble par Nicolas Sarkozy. Est-ce que le texte de la commission tel qu'il arrive aujourd'hui en séance pourrait être voté en l'état par les socialistes ? L'Assemblée nationale avait fait de ce texte un texte qui n'avait aucun sens, aucune efficacité et qui ne se distinguait que par son agressivité inutile. La commission des lois, à l'unanimité, ou presque, a enlevé cette partie agressive. Pour nous, ça reste un texte qui n'est pas acceptable. Donc on est évidemment favorable au retour à une certaine sagesse. Mais en fait, cette sagesse s'inscrit dans un texte qui est inutile, qui va être le 12e texte depuis 2002. On n'a pas besoin de ce texte. À quoi sert ce texte? C'est un texte qui n'est ni d'orientation, ni de programmation, et qui n'a aucun lien avec les performances de la sécurité intérieure. Donc c'est un texte pour nous qui est profondément politique, qui est en fait plus fait pour faire un clin d'œil à l'éclat du Front National que pour améliorer la sécurité des Français. Pourtant, il me semble que vous souhaitez jouer la carte de l'apaisement. Vous même avez dit que vous étiez contre tout énervement sécuritaire et il y a un certain consensus quand même qui se dégage du texte de la Commission. Oui, mais je vous dis, c'est pas parce que c'est moins pire que c'est bien. Donc c'est moins pire que ça aurait pu être, mais pour nous c'est pas bien. En fait c'est un texte, vous avez aussi remarqué, c'est un fourre-tout. On passe de l'identité des personnes décédées, à l'évacuation des campements illicites, à la police sur Internet, à la vidéoprotection. Il y a tout dans ce texte, sauf des priorités, sauf des orientations. Alors ponctuellement, on ne va pas forcément être défavorable sur tel ou tel point. Il y a des points qui, effectivement, peuvent aller dans le bon sens. Mais globalement, franchement, c'est un non-sens. Et surtout, je le dis encore, c'est une loi d'orientation. Où sont les orientations? Une loi de programmation, où est la programmation? Donc pour nous, c'est un texte qui est décevant. Et le seul fil rouge que l'on voit, c'était le discours, effectivement, extrêmement sécuritaire de Nicolas Sarkozy. Il nous semble que, même s'il a été un peu raboté par la sagesse des sénateurs traditionnels, il en reste quand même suffisamment d'éléments pour que nous ne puissions pas le voter. Alors, sur quelles dispositions comptez-vous revenir? Quels sont les amendements des socialistes, justement, pour rendre ce texte acceptable? Alors, on a déposé une cinquantaine d'amendements sur un peu tous les points. Par exemple, on nous propose d'étendre les peines planchers, c'est-à-dire de limiter le pouvoir du juge. Aujourd'hui, il y a des peines planchers qui existent, mais pour les non-récidivistes. Il y a des peines planchers qui existent, mais uniquement pour les récidivistes. Là, on nous propose de l'étendre aux non-récidivistes. Pourquoi? On pense qu'aujourd'hui, déjà, la peine planchère n'est pas appliquée.
Appliquons déjà les textes, pas appliqués. Pourquoi on va l'étendre à des non-récidivistes, même si la commission des lois essayer de faire en sorte qu'on pose des conditions, etc. Eh bien, nous proposons la suppression pure et simple de cette mesure qui sera inutile. Même chose sur les peines de sûreté, même chose sur la surveillance judiciaire après la condamnation. Regardez par exemple le texte sur les mineurs. Il y a beaucoup de parties sur les mineurs. L'Assemblée nationale et le gouvernement prévoyaient que le mineur puisse faire l'objet d'un couvre-feu. C'est-à-dire que le préfet puisse décider un couvre-feu individuel pour un mineur. Nous sommes revenus sur ce point. Alors là, nous sommes d'accord, par exemple, pour effectivement que le couvre-feu concernant les mineurs soit une décision de l'autorité judiciaire, du juge des enfants, et pas une décision administrative du préfet. Donc là, on va manifester notre accord. Mais en même temps, quand ensuite, après, concernant les mineurs, on veut détourner aujourd'hui le tribunal pour enfants et le juge des enfants en disant qu'un mineur pourra être directement, on invente la comparution immédiate pour les mineurs, c'est-à-dire que l'officier de police judiciaire pourra directement convoquer un mineur devant pour le tribunal enfant. Un mineur, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir 14-15 ans. Eh bien nous, ça nous semble être une mauvaise mesure. Quelqu'un qui a 14-15 ans, qui a fait une bêtise, il doit avoir le juge des enfants, il doit avoir une instruction, il doit avoir des mesures éducatives, il ne doit pas être directement comme ça envoyé devant le tribunal, comme si, au fond, c'était des solutions d'abattage pour les mineurs qu'il fallait, là où, au contraire, il faut des solutions d'éducation. Alors, il y a un autre point de ce texte de la LOPSI 2 donc, qui avait fait débat en première lecture au Sénat. Il s'agissait du permis à points. Là, le Sénat ne souhaite pas rouvrir le débat. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Eh bien, je vais vous dire que je pense que oui. Il faut choisir en toute chose. Et là, on a le choix entre quoi? Entre d'un côté la sécurité, je pense que c'est notre priorité. Tous ceux qui aujourd'hui discutent, je comprends bien, c'est vrai que vous perdez votre permis, vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez pas aller voir vos enfants, vous ne pouvez pas aller voir vos parents. On voit bien les nuisances quotidiennes. Mais quand même, si demain cette même personne, parce qu'elle a continué à commettre des infractions, se retrouve paralytique, si demain cette même personne a un accident grave, eh bien je pense que là elle nous dira, au fond, la priorité, ça doit être la sécurité. Donc pour nous, c'est la priorité. Je crois d'ailleurs que le Sénat a trouvé une formulation assez équilibrée, parce qu'en réalité, avec le nouveau texte, pas grand-chose ne change. C'est-à-dire qu'on reconstitue ces points uniquement que si on a fait de petites infractions, mais toutes les infractions graves, y compris les excès de vitesse, seront en dehors de la reconstitution des points. Moi, je le dis franchement, je pense que c'est bien, même si on comprend que la vie quotidienne puisse être perturbée. Alors, il y a d'autres mesures. C'est-à-dire que, par exemple, le fait qu'on puisse avoir un stage tous les ans, au lieu de tous les 2 ans, permettra à la personne, moyennant effort, moyennant aussi une prise de conscience, moyennant une volonté de s'adapter, et bien de récupérer ses points. Donc ça va aussi dans le bon sens. Je pense que le texte final est un texte d'équilibre. Très bien, écoutez, merci beaucoup Alain Anziani d'avoir répondu en direct aux questions de Public Sénat. Vous allez donc regagner l'hémicycle dans un instant où, je vous le rappelle, c'est la discussion, le début de la discussion générale du projet de loi LOPSI 2 qui va débuter ce soir au Sénat. Peut-être nous allons accueillir un autre sénateur, merci, pour revenir sur les questions cribles sur le thème de l'outre-mer et de l'Europe. C'est le sénateur Adrien Giraud, sénateur du groupe Union Centriste de Mayotte. Alors vous avez interpellé Marie-Luce Panchard sur le problème du statut de Mayotte lié à la départementalisation. Pour l'instant, Mayotte n'a pas le statut de région ultra-périphérique, ce qui l'empêche d'obtenir des fonds européens. Est-ce que vous avez été satisfait par la réponse que vous a faite la ministre? D'abord, je voudrais remercier notre ministre parce que notre ministre s'emploie vraiment pour aujourd'hui entreprendre les démarches nécessaires entre l'Europe et la France, parce que le problème c'est entre l'Europe et la France, pour que l'Europe accepte aujourd'hui la doléance française de pouvoir nous intégrer, nous, le nouveau département de Mayotte, depuis 2010, que nous avons voté à 95,2%. Nous sommes aujourd'hui le 101e département de la République, donc nous espérons rentrer dans les fonds européens pour pouvoir bénéficier aujourd'hui des fonds structurels pour l'année à partir de 2014, parce que nous rentrerons simplement en activité disons européenne qu'à partir de 2014. Et à quoi serviraient ces fonds structurels pour les Maoris? Visiblement, ils les attendent. Oui, nous attendons avec beaucoup d'impatience ces fonds structurels, parce que vous savez que nous avons, par rapport aux DOM aujourd'hui, nous avons 40 ans ou 50 ans de retard au point de vue développement. Donc nous voulons rattraper d'abord
ces retards par des grandes investitures, comme par exemple la piste de l'aéroport, de la piste d'aviation, de l'amener à 2000 ou 2300 comme toutes les pistes pour être aux normes. Nous avons également énormément de retard sur les routes, les travaux routiers. Nous avons également de retard dans tous les domaines, l'eau, l'électricité et tout ceci. Et nous voulons utiliser justement ces fonds structurels pour essayer de rattraper ceci. Adrien Giraud, 2011 est l'année des Outre-mer. Comment qualifiez-vous cette initiative? C'est une bonne chose? Je pense aujourd'hui que le gouvernement vraiment essaie de voir que les Outre-mer ont eu beaucoup de retard par rapport au niveau national européen et par rapport au niveau national français. Et je crois que l'initiative qui a été prise par le président de la République, Nicolas Sarkozy, est une bonne initiative. Et c'est un homme qui a toujours respecté ses paroles. C'est un grand homme. Merci Adrien Giraud d'avoir répondu en direct aux questions de Public Sénat. Dans un instant, donc je vous le disais, nous allons regagner l'hémicycle pour le début de la discussion générale sur le projet de loi d'orientation et de la sécurité intérieure, le projet de loi LOPSI 2. J'accueille maintenant à mes côtés le sénateur UMP du Nord, Jean-René Lecerf. Merci donc d'être en direct avec nous. Alors finalement, la commission des lois du Sénat est revenue à la position du Sénat finalement en première lecture. Est-ce que c'est une volonté du Sénat d'apaiser les débats, de trouver un consensus sur ce texte? Bon, je pense que c'est surtout une volonté du Sénat de rester fidèle à lui-même. Si vous voulez, dans cette loi sur la sécurité intérieure, dans cette fameuse LOPSI, il y a bien des points sur lesquels on est tombé d'accord avec l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse des problèmes relatifs à la cybercriminalité, à l'extension des pouvoirs des polices municipales, à la lutte contre la violence dans les stades. Je pourrais en multiplier les exemples, mais il y a un certain nombre de points sur lesquels le Sénat s'était prononcé déjà dans des solutions de compromis en première lecture, sur lesquels l'Assemblée nationale a balayé en quelque sorte les précautions qu'avait prises le Sénat, et où le Sénat a rétabli donc en seconde lecture ses convictions d'il y a quelques semaines. Je pense par exemple à trois situations où nous estimons que les propositions de nos collègues députés étaient inconstitutionnelles, qu'il s'agisse notamment de la généralisation des peines planchées à l'égard des primo-délinquants, qui nous paraît contraire effectivement au principe de personnalisation et d'individualisation effectivement des peines, qu'il s'agisse du couvre-feu qui pouvait être décidé par le préfet, donc autorité administrative, alors que c'est bien l'autorité judiciaire qui est gardienne fondamentale des libertés. Donc sur ces différents points, on pourra également donner l'exemple des convocations des mineurs par officier de police judiciaire, où nous estimons que cela risque d'être considéré comme contraire au principe de spécialité des procédures à l'égard des mineurs. Sur ces différents points, donc, la commission des lois ne souhaite pas s'exposer immédiatement à une censure du Conseil constitutionnel. Donc, elle en est revenue effectivement à ses convictions initiales. Et puis, il y a d'autres points sur lesquels, c'est tout le charme du bicamérisme, sur lesquels nous avons une opinion différente de l'opinion de l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse d'une espèce de généralisation de peine de sûreté de 30 ans. Bon, ça nous paraît effectivement ne pas être opportun, et qu'il s'agisse de décider également de multiplier les peines totalement imprescriptibles. Nous estimons que l'imprescriptibilité, cela concerne les crimes contre l'humanité, et que si on ouvre la boîte de Pandore en disant... Parce que je rappelle, les députés voulaient donc l'étendre aux crimes liés à des disparitions d'enfants, c'est bien ça. Et puis après-demain, c'eût été des crimes contre les représentants de la force publique. Et on sait très bien que lorsqu'on commence effectivement à prévoir une exception, on généralise les exceptions. Donc nous souhaitons en rester à la règle, et nous estimons que le dispositif protecteur qui existe est déjà sur ce point suffisamment fourni. Jean-René Lecerf, la semaine dernière, le Sénat a sorti son rapport annuel sur l'application des lois. Aujourd'hui, l'opposition dénonce le projet de loi LOPSI 2 comme une loi fourre-tout. On sait qu'il y a des difficultés d'appliquer les lois tant que les décrets d'application sont trop nombreux, qu'il y a une inflation législative. Est-ce que justement, avec ce projet de loi LOPSI 2, on n'a pas là un bon exemple d'une loi qui connaîtra des difficultés dans son application ?
Alors non seulement elle connaîtra des difficultés dans son application, mais elle gêne l'application de lois précédentes, puisque moi j'étais rapporteur par exemple de la loi pénitentiaire, et figurez-vous qu'au bout d'un an, sur la loi pénitentiaire, on vient juste de prendre l'intégralité des textes d'application, et l'administration pénitentiaire d'ailleurs met tout en œuvre pour que la volonté du législateur soit parfaitement respectée. Or cette loi LOPSI, elle vient dire que ce qui était prévu en termes d'aménagement de peine, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait des aménagements de peine jusqu'à 2 années d'emprisonnement, eh bien tout cela va être d'un revers de main remis en cause. Alors nous estimons qu'il y a là une façon de bégayer un peu notre législation et puis de revenir sur un principe fort de la loi pénitentiaire qui était le principe selon lequel en matière délictuelle l'emprisonnement est l'exception et l'aménagement de peine ou l'alternative à l'incarcération devient la règle. Je signale que nous sommes en train de gagner le pari de la loi pénitentiaire. Les prisons sont moins débordées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier, la surpopulation carcérale diminue, il y a la construction de nouveaux établissements qui permet d'accélérer ce phénomène. Nous sommes en passe de pouvoir réussir l'encellulement individuel à l'époque prévue, c'est-à-dire en 2014. Ce sera un succès extraordinaire. C'est inscrit dans la loi depuis 1875 et ça n'a jamais été réalisé. Nous pensons que ce n'est pas le moment de remettre en cause ces efforts méritoires qui permettront rapidement de mettre fin à ce que le président de la commission des lois a appelé à l'humiliation pour la République. Très bien, eh bien écoutez, je vous remercie. Donc nous allons dans quelques instants prendre la direction de l'hémicycle, poursuivre le début de l'examen du projet de loi LOPSI 2. Nous attendons donc l'intervention, l'arrivée de Brice Hortefeux, qui est donc le ministre concerné par ce projet de loi. Son arrivée est imminente dans l'hémicycle. Je vais peut-être accueillir un autre sénateur pour parler de l'examen de ce projet de loi. Je vous rappelle les principales dispositions. On a dit que c'était un texte fourre-tout. Il doit définir les grandes orientations de la politique sécuritaire de la France pour les années 2009-2014. Il doit donc donner les moyens à la police et à la gendarmerie d'assurer la sécurité des citoyens. Je vous le disais, c'est un texte qui va donc vraiment sur lequel les tensions entre l'Assemblée nationale et le Sénat vont se focaliser. Peut-être Louis Nègre, s'il vous plaît, si vous voulez répondre en direct aux questions de Public Sénat sur l'examen du projet de loi LOPSI 2. Il y a une disposition sur laquelle le Sénat est revenu concernant les transports. Il était prévu que les officiers de police judiciaire puissent donc amener eux-mêmes les agents de la SNCF. Donc est-ce que ce recul finalement vous satisfait? Il semblerait que le personnel lui-même et donc ces institutions comme la SNCF aient demandé le retrait de ce texte-là, qui pose des problèmes d'application en fait. Donc autant nous avons été très favorables par exemple à la condamnation pour entrer dans les lieux de conduite des trains, autant cette disposition apparaissait difficile à appliquer concrètement sur le terrain. Nous voulons être efficaces. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse regarder l'hémicycle du Sénat. Tout de suite, donc, l'examen du projet de loi LOPSI 2. Je vous propose d'écouter le début de la discussion générale. Très bonne séance à tous. 4 mois après sa présentation et sa première lecture au Sénat, nous avons